Bonne année à tous, c'est les Lucasfilles. Bonjour Claire. Bonjour Aurélie et bonne année à tous. Pour préparer cette émission, il a fallu que je passe plusieurs jours sous la couette avec Vador. Je pensais pas que je dirais ça un jour. Alors, que donne le Seigneur des Sith sous la couette? Eh ben, on va vous dire tout dans cet épisode consacré dans la série de comics écrite par Charles Soule et illustré par Giuseppe Camuncoli et qui est sorti en 2018. Alors donc en français c'est Dark Vador, le Seigneur Noir des Sith, mais finalement en VO c'est juste Dark Vador, la série 2017-2018. Donc en France c'est édité par Panini Comics en 4 volumes qu'on vous recommande. Globalement c'est une lecture qui est intéressante, qui est très méta. Au niveau de l'écriture de Charles Soule, c'est pas un débutant, hein. Il a écrit quand même pas mal de trucs pour Star Wars. Il a écrit notamment l'Ascension de Kylo Ren, un comics qu'on a commenté, reviewé l'année dernière, qu'on a beaucoup aimé. Et il y a quand même pas mal de passerelles entre l'Ascension de Kylo Ren et puis cette série sur Dark Vador, qui a donc été écrite et publiée entre le dernier Jedi et l'épisode 9. Ça a son importance par rapport à ce qu'on va pouvoir dire aujourd'hui. Oh oui, il y a beaucoup de passerelles et c'est vrai qu'il faut d'entrée de jeu dire qu'on peut considérer que c'était une série compagnon à The Last Jedi parce qu'on va y retrouver beaucoup de choses qui sont dans The Last Jedi. Comme tu le dis, par rapport à l'ascension de Kylo Ren, il y a énormément de parallèles qui peuvent être faits. Ça a été fait par le même scénariste. Et il y a beaucoup de parallèles dans cette, on va dire, ascension de Dark Vador, d'une certaine manière, ils auraient pu l'appeler comme ça, qui serait parallèle avec l'ascension de Kylo Ren. Et c'est vrai que malheureusement, du coup, au jour d'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, ça va nous amener à peut-être avoir un nouveau regard par rapport à ce comic. C'est vrai que des analyses pouvaient être faites. Et je me souviens d'en avoir parlé quand c'était sorti. Il y avait plein de choses qui étaient très intéressantes dans ce comic. Bon, c'est vrai que comme tout de Star Wars maintenant, après l'ascension de Skywalker, il y a un nouveau goût, un arrière-goût à ce comic qui est plus tout à fait le même. Ça a un petit peu défloré le propos d'une certaine manière. Faudrait préciser aussi que c'est cette série de comics donc, qui a été fait pour Marvel, quand même. Ça joue par rapport à l'écriture ou par rapport au dessin ou aux thèmes qui sont explorés. Était un reboot d'une série qui avait déjà été faite sur Dark Vador en 2015 et que depuis, cette même série a été rebootée en 2020. Je n'ai pas lu la série. Je crois qu'elle est en cours actuellement, qu'elle a été... Elle est en stand-by, non? Elle est en stand-by à cause de la pandémie. Donc je crois qu'elle n'est pas encore terminée. Je me suis pas jetée dessus. Va savoir ce que ça va changer ou apporter à ce qui a été fait. Mais la série reste canon. Donc ces comics-là sont canons par rapport à la vie de Dark Vador. Alors tu mentionnais l'ascension de Kylo Ren. Alors sur l'édition papier en français, le 4e volume, en 4e de couverture, c'est l'ascension de Vador avec un visuel où Vador tient le casque de Momine en façon Hamlet. C'est exactement le genre de visuel qu'on avait pour Kylo Ren. On avait déjà un petit indice dans le réveil de la Force et sur l'ascension de Kylo Ren, à un moment donné, tient le masque comme ça, ou il tient son masque comme ça également dans l'ascenseur du dernier Jedi. Donc les parallèles entre la destinée de Vador, les premiers mois ou les premières années de Dark Vador sous la férule de l'Empire et de Palpatine et la destinée de son petit-fils Ben Solo sont vraiment... les parallèles s'enchaînent. Ah, puis ils sont voulus, ils sont intentionnels. Après, c'est vrai que j'imagine qu'on peut tout à fait prendre la série de BD sans être fan de la postlogie, et être là que parce qu'on est fan de Vador et de la trilogie originelle, et de pas s'intéresser, de pas avoir aimé The Last Jedi. Donc on peut tout à fait apprécier les comics sans, mais je vais quand même le dire, on passe complètement, à mon avis, à côté du propos ou à côté de certaines intentions ou de certaines interprétations si on fait complètement abstraction de Kylo Ren et du dernier Jedi. Il est évident que ça a été écrit en parallèle à la postlogie et au destin de Kylo Ren. Puisqu'en fait, la destinée de Kylo était censée être l'inverse de celle de son grand-père, et c'était bien comme ça que le rôle avait été vendu à Adam Driver dès 2014-2015, dès la pré-production du Réveil de la Force. Ce comics va complètement dans ce sens-là, en fait. On perd une bonne partie de la volonté méta de ce comics. Alors,
Il peut très bien être apprécié en stand-alone tout seul, comme tu l'as dit, mais c'est quand même dommage de pas avoir une lecture en rapport avec la postlogie et avec Kylo, quoi. Du coup, vous doutez bien qu'on va recoller, replâtrer du Kylo à droite à gauche. Ouais, bah oui. Désolée, mais on va être obligé parce que sinon on ferait pas bien notre boulot. Bah, c'est surtout par ce prisme qu'on l'apprécie d'autant plus, même si, encore une fois, l'épisode 9 a chié dans la colle, hein, il n'y a pas d'autre mot, et a tout fait capoter, hein. J'avais apprécié que comme ça d'ailleurs, parce que bon, alors, toi je sais que tu aimais beaucoup Vador, hein, c'était ton personnage préféré. Moi je l'aimais bien, mais j'ai jamais surkiffé plus que ça Vador, et Anakin n'a pas non plus seal de deal, hein, c'est-à-dire que la découverte de la trilogie originelle ne m'a pas fait plus apprécier le personnage plus que ça. Par contre, c'est vrai que j'ai trouvé là ce qui se passe dans cette série, c'est-à-dire la construction, on va dire, de Vador, qui va aussi avec une déconstruction, parce qu'il y a les deux qui sont voilà, c'est une œuvre de transition, c'est-à-dire qu'on est dans ce moment juste après, hein, ça se passe une seconde après la revanche des Sith, le moment où on vient de lui poser le masque et de l'enfermer dans l'armure, et donc on va être entre 19 avant la bataille de Yavin jusqu'en 12 après la bataille de Yavin. Donc il faut penser qu'on va être donc sur 7 ans de la vie de Vador au début. Et donc ça n'a pas été si simple de devenir Vador, un peu comme pour Simone de Beauvoir, on dirait qu'on ne naît pas Vador, on le devient, parce que là t'avais l'impression quand tu quittais la revanche des Sith que ça y est, tu posais le masque, allez hop, la rupture avec Anakin a été consommée, hein, l'homme de bien avait disparu, il restait plus que la machine, mais en fait ça n'a pas été aussi simple, et c'est cette approche-là, moi, qui m'a vraiment le plus intéressée, c'est-à-dire le côté introspectif, méditation, psyché, transitionnel entre voilà le personnage Vador et Anakin. Le conflit qui est toujours extrêmement présent, il est en dépression plus, il a un death wish, il a un désir de mort, il s'en fout en fait. S'il peut pas être avec Padmé, il en a plus rien à foutre de rien. Il est très nihiliste comme Kylo d'ailleurs, hein. Enfin, c'est vraiment des nihilistes. S'ils sont pas avec la femme qu'ils aiment, il y a rien à faire, quoi. Et là, cette déconstruction de Vador, elle est à la fois psychique, puisque comme tu l'as dit, on est souvent de son point de vue, on est souvent dans le masque. Il y a énormément de plans, de vignettes où Giuseppe Camuncoli nous met dans le masque en rappel au moment où il y a cette prise de vue très très forte où le masque est posé dans la revanche des Sith. Donc on est souvent dans la tête de Vador à tous les niveaux, de son point de vue. Et c'est aussi une déconstruction physique parce qu'il passe son temps à se faire démonter son armure cybernétique là, à devoir la réparer lui-même à l'arrache avec des bouts de robots pris à droite à gauche sur le champ de bataille, ou à devoir se faire rafistoler sur Coruscant. C'est aussi une déconstruction de son sabre, quand il a saigné le cristal, etc., qu'il a piqué un Jedi, enfin, toutes les étapes sont là, et puis très souvent, il fantasme soit de mourir, soit de réécrire son histoire en butant tous les gens qui lui ont fait du tort. Donc régulièrement, on le voit fantasmer sur « je bute Palpatine ». Régulièrement, on le voit fantasmer sur « c'est pas comme ça que ça s'est passé sur Mustafar, et en fait, je défonce Obi-Wan ». Régulièrement, il a pas tué Padmé, ou il va la ramener à la vie, c'est surtout l'objet du dernier volume, la forteresse de Vador, quand il est sur Mustafar. Enfin, on a vraiment la sensation qu'il est dans une très très grande souffrance, et il a envie d'en finir avec cette souffrance, et tant que cette souffrance n'est pas apaisée, il dézingue tout ce qui passe à sa portée, que ce soit en duel, en one-to-one ou carrément du meurtre de masse, il en a rien à foutre de la vie, il en a plus rien à secouer. La sienne, celle des autres, Donc c'était quand même très très noir comme lecture, hein. C'est quand même du costaud, mais ça colle bien avec le personnage et surtout ce moment charnière dans son existence, quoi. Alors si tu parles là-dedans, parce que du coup il y a pas de spoiler en fait, on peut aller directement dans le cœur du propos, non? Oui, bah oui, parce que là, vous connaissez l'histoire avant-après, donc il y aura pas grand-chose. On va pas apprendre grand-chose, parce que en plus les événements qui se passent donc juste après la revanche des Sith. Disons que si tu fais les parallèles avec l'ascension de Kylo Ren, puisque du coup t'es parti vraiment là-dedans. Il y a vraiment effectivement beaucoup d'étapes qui se font en parallèle avec cette autre série de BD donc qu'on avait beaucoup appréciée et dont on a discuté. Il y a le fait que on leur impose une situation de passer du côté obscur, c'est pas quelque chose qu'ils ont choisi, on leur impose finalement tous les deux. On leur impose une image de monstre. C'est-à-dire que le nombre de gens qui viennent leur dire à l'un comme à l'autre qui sont des monstres ou qui sont que des créatures, etc. Et en fait, ils l'acceptent pas complètement.
Donc eux, ils ont encore une part d'humanité, ils sont encore en train de se débattre avec ça, mais c'est à force de se faire enfermer finalement par les autres dans une armure ou dans une image d'eux-mêmes qu'ils deviennent plus ou moins ça. Il y a le coup du cristal, effectivement, comme tu le dis, on a cette étape, elle est présente dans les deux, le fait de faire saigner son cristal, et on retrouve les mêmes visuels avec des images venant de leur passé, et des gens qui comptent pour eux, et donc de cette souffrance et de ce renoncement à ceux qu'ils aiment et qui leur ont fait du mal, d'une certaine manière. Alors c'est vrai que pour Anakin, il y a moins de monde, hein, parce que pour le coup, lui, on a vaguement une référence à Obi-Wan, mais les personnes les plus importantes pour lui sont deux femmes, donc sa mère et sa femme. Et donc, comme tu le dis, il y a beaucoup la présence de Padmé, donc on en sied gré à Charles Soule et Kamon Collie de nous avoir mis de la Padmé à droite à gauche, parce que toujours la parente pauvre de la série. Bon, là, elle est fantasmée par son homme, hein, elle n'a pas voix au chapitre, mais néanmoins, elle est très présente. Et si tu fais le parallèle avec Kylo, on peut dire que tu as une femme très présente dans l'ascension de Vador, c'est comme ça que je vais l'appeler, et tu as une femme très absente dans l'ascension de Kylo Ren, qui est Rey, qu'on voit un tout petit peu, mais qui n'est pas encore présente et qui contribuera évidemment à la rédemption. Et dans les deux, tu as les germes de la rédemption qui sont également semés, avec déjà l'image d'un personnage rédempteur qui va arriver. Donc pour Vador, une espèce de prémonition hein, de Luke qui va arriver plus tard, et pour Kylo, donc cette apparition de Rey que lui ne voit pas, mais que nous, lecteurs, nous percevons, puisque sa dyade est déjà présente. Elle a cette sensation de froid au moment où il bascule du côté obscur en saignant son cristal. Donc, c'est toute la différence entre le parcours d'Anakin et de Kylo, c'est-à-dire que Anakin, il a basculé après avoir rencontré Padmé et en grande partie à cause de son amour pour Padmé. Kylo, il a basculé avant de rencontrer Rey, bien avant de rencontrer Rey, et sa rédemption va se faire grâce à son amour pour Rey. Donc c'est vraiment les parcours inverses. Et c'est très intéressant qu'il l'a amené comme ça aussi dans le comics, parce que Padmé, tu l'as dit, est très présente. Dès la première planche, quand il a ses premiers visuels, etc., pendant qu'il est en train de se faire rafistoler pour la première fois à la fin de la revanche des Sith, elle est là. Elle est là dès la première planche et tu la vois à travers les yeux de Vador au moment où il l'a étranglée sur Mustafar. Et elle est présente jusqu'à la fin du volume 4 parce que quasiment tout le volume 4, le but du jeu, c'est de reconstruire sans arrêt la forteresse de Dark Vador qu'il a fait installer sur Mustafar. C'était son choix pour ouvrir un portail, en gros accéder au monde entre les mondes, et retrouver sa femme. Donc en fait, la seule motivation qu'il a encore, le seul truc par lequel il tient encore, c'est retrouver Padmé, faire revenir Padmé. C'est à la fois tragique et très très beau. C'est le fil rouge, ouais. Ouais. À la lecture de ce comics, il y a plein de moments où il est en mode super badass, il défonce tout, parce qu'encore une fois, il en a rien à foutre de la vie des autres, la sienne. Donc t'as plein de moments super-héros, je défonce tout, youhouhou. Mais surtout, ce qui ressort, c'est une très très grande souffrance de ce personnage, t'as mal pour lui, t'as envie que les autres arrivent à le buter, même si tu sais que ça va pas arriver. Mais tu te dis, mais il souffre trop ce mec-là, achever ses souffrances, quoi. T'as dit d'entrée de jeu aussi, bon, la double facette de cette BD. Bon, alors je suis pas forcément à fond hein, dans les œuvres Marvel, donc je vais le dire, ça vaut ce que ça vaut, mais bon, en connaissant les héros Marvel, évidemment, c'est souvent ça, c'est-à-dire que t'as ce côté hyper cheaté, entre guillemets, enfin en tout cas d'exploits surhumains, supérieurs, que tu sois Superman, Batman, Wonder Woman, ou ce que tu veux. Donc on les voit vraiment dans l'action, bandés de muscles, etc., à faire des choses pas possibles. Alors par exemple, des scènes comme Vador en moto sur l'autoroute, j'étais bidonnée, moi. Alors ça n'est pas du tout ma cam, mais encore une fois, on a le droit, je respecte qu'on apprécie et tout, mais moi, Vador en moto ou Vador sur l'autoroute des bikers, tu vois, c'était juste pas... Je sais pas pourquoi j'avais la chanson de Lucie, l'amour et rock'n'roll derrière. Eh bien, on va faire un tour sur l'autoroute. Freeway. Et puis après, on a droit à une ressucée de la scène dans les speeders, au milieu de Coruscant et tout, qui était présente dans l'Attaque des clones, certes, mais donc du coup, ils nous le refont. C'est pas non plus les scènes que je préfère dans Star Wars, mais voilà, je comprends que ça fait partie du truc. Et c'est vrai que t'as tout le côté qui est également présent dans toutes les œuvres Marvel, qui est le côté plus philosophique, spirituel, parce que chaque fois, t'as toujours un côté mythologique, beaucoup plus creusé. Hein. Ce sont des œuvres où il y a un sens du mythos. Après, savoir comment il est exploité ou respecté, c'est un autre problème, mais
il est présent dans la plupart des super-héros. Et donc là, c'est vrai, ces pages-là sont extrêmement... Enfin, moi, c'est celle que j'ai préférée et qui m'intéressait le plus. C'est-à-dire, toutes les visions de la force ou les méditations, et on retrouve régulièrement cette image qui est extrêmement percutante, où on a... c'est plus un être humain, quoi, cette espèce de magma d'émotions, alors qui m'a fait penser un peu au visuel de la méchante de Vaiana, qui est contrôlée par ses émotions, qui est cette espèce de magma bouillonnant de lave et de noir tourbillonnant, qui fait penser aussi à Venom d'une certaine manière, tu vois, parce qu'en plus, il y a un moment, son costume, on est proche de Spider-Man, parce qu'il est en bleu et rouge, il est pas très loin, et c'est vrai qu'on voit sur cette espèce de silhouette qui n'a plus figure humaine, ils ont en plus, Giuseppe Camuncoli, je sais pas si c'était une demande de Charles Soule, mais en tout cas, il a représenté les membres fantômes d'Anakin, c'est-à-dire qu'il a perdu les bras et les jambes sur Mustafar. Et quand il est dans cette espèce d'incarnation dans ses méditations, c'est devenu ces espèces de présence fantomatique bleue. Il a perdu ces membres-là. Et j'ai trouvé ça hyper percutant. Visuellement, c'était très bien fait. Ah, c'est un visuel qui est très très fort et qui est très dérangeant, hein, c'est sûr. Parce que ça traduit bien sa souffrance, aussi bien les membres fantômes que cette espèce de masse de chair carbonisée avec des spirales qui rappellent bien qu'il a fini quand même en kebab sur Mustafar et il est en souffrance permanente physique aussi, hein. D'où ces méditations qui lui servent à maintenir un semblant d'intégrité physique au niveau de ses organes, etc. Ce qui ressort, c'est la souffrance physique, la souffrance psychique, la souffrance mentale. Elle est omniprésente, ce qui fait que c'est quand même une lecture qui est pas très confortable. Si on a un semblant d'empathie pour lui, je pense que ce que t'es pas censé retenir de cette lecture, c'est le côté super-héros, badass, machin, genre la fameuse scène du couloir dans Rogue One où quand même il tue des gens, ah ouais, il est super fort, il est au top, mais voilà. Ce que tu es censé retenir, c'est le déchirement intérieur de cet être qui est dans une souffrance innommable, qui pense que sa seule porte de sortie, c'est d'accéder à un autre état d'existence, de laisser derrière lui un peu son enveloppe corporelle qui est tellement défectueuse maintenant, tellement source de douleur, pour retrouver sa femme dans le monde entre les mondes. Donc t'as quand même quelqu'un qui est désespéré. Et c'est intéressant ce que tu disais sur les super-héros tout à l'heure, parce que finalement nos super-héros d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est les héros de l'Antiquité, c'est les héros de la mythologie grecque, de la mythologie romaine. C'est exactement le même équivalent, et finalement ils ont le même genre de conflit, c'est-à-dire qu'ils ont des super-pouvoirs, mais ils sont mis face à des défis énormes. Souvent les dés sont pipés par le destin, les dieux... Et les dieux ces bâtards de dieux. Et voilà, mais t'as le même conflit en fait, beaucoup de pouvoir, mais aussi beaucoup de solitude, souvent un destin qui est fait de tristesse, tu perds les gens que tu aimes. Et les super-héros, c'est ça en fait, hein. Que ce soit les versions comics ou les versions films, tu les envies pas. Ouais, ils font des trucs super badass, mais à la fin de la journée, t'as pas envie d'être dans leurs chaussures, quoi. Ou dans leur collant en lycra, t'as pas envie du tout. Ouais, ou dans son armure de Vador. Mais tu vois, ce que j'ai trouvé bien, c'est que dans ce qu'on nous présente de Vador, c'est que il renonce pas en fait pendant tout le truc. Tu dis, il est hyper déprimé. Certes, il y a une étape de deuil, etc. Et bon, ça se termine pas bien, comme vous pouvez le penser. Mais néanmoins, pendant l'ensemble de la série de BD qu'on a, donc soit 7 ans de sa vie, les 7 premières années de sa vie en tant que Vador, en fait, il a gardé ce que Snoke avait appelé chez Rey, cette étincelle de défi là, des Jedi. Il l'a encore parce qu'il est quand même en résistance vis-à-vis de Palpatine plus d'une fois. Déjà dans ses fantasmes, comme tu l'as dit, où il continue à essayer de lui mettre sur la gueule. Et il y a plein de fois où ils ont des conversations tous les deux, et l'autre lui pose des questions, Palpatoche a des questions à lui poser, et il ne répond pas. Il refuse de répondre. Il garde son jardin intérieur. Et un des premiers trucs aussi qu'il va lui demander, ça va être, pas tout de suite, mais il va lui demander d'avoir son monde à lui, de créer. La question de création va être extrêmement importante, d'autant que avec cette notion de création, il va y avoir aussi la question de procréation, et les bébés font également partie de l'histoire, donc il va falloir qu'on parle de ça aussi, de créer des objets, de créer une personnalité, mais également de créer la vie. Font partie des choses à mentionner, créer et détruire, parce que ça va toujours ensemble, évidemment. Bien sûr. Ça fait partie des choses qu'on peut mentionner, c'est sûr. On n'a pas précisé, parce qu'on a dit volume, on dit 4 volumes, effectivement, dans la version Panini, ou dans la version, moi je l'ai en anglais, dans la version en anglais, ça a été compulsé sous 4 volumes. À l'origine, ça faisait 25 numéros.
Quand c'est sorti, voilà. Moi, je l'avais regardé au moment où il était sorti, donc je l'avais vu en plusieurs fois. Et si on parle des 4 volumes, je sais pas si c'est quelque chose que toi t'as ressenti, mais moi très clairement, des 4 volumes, je préfère le 1 et le 4. Hein. Le 2 et le 3 m'ont moins impressé. Bien qu'il y ait quelque chose dans le 2, c'est là qu'on a la première fois où on voit cette méditation et donc cette représentation de son parcours intérieur et de sa psyché qui est très percutante, hein, comme on a dit. Mais c'est vrai que personnellement, j'étais beaucoup plus engagée par le volume 1 et par le volume 4. Le plus faible à mon sens étant le volume 3 où on part sur Mon Calamari et voilà. Et là je t'avoue que la poiscaille, les machins, les poulpes et les bidules 20 milieux sous les mers, là c'est plus là quoi. C'était le ventre mou de l'histoire. Je pense que c'est surtout pour faire le lien aussi avec Radius et Akbar, etc. Et ça montre comment Mon Cala a été colonisé par l'Empire, notamment grâce à l'implication de Vador. Mais c'est vrai ce que tu dis dans le tome 2, très rapidement il apparaît dans cette méditation, il est au-dessus d'une mer agitée, il y a des éclairs et il y a la première apparition des papillons bleus qui est un motif qui peut fâcher un certain nombre qui va fâcher. Honnête. Charles Soule avait été interviewé par Marie-Claire du podcast What the Force, et notamment à propos de ces papillons bleus, qui est un motif associé à Ben Solo dans le Rollout. Et donc quand elle a demandé à Charles Soule pourquoi il y a les papillons bleus, etc., où on avait toutes réfléchi à ce que la symbolique que ça avait, etc., Charles Soule a botté en touche, et c'est un petit peu emmerdant. Maintenant, en plus, on les retrouve dans le Mandalorien quand bébé Yoda est sur Titon et que il ouvre la Stargate ou je sais pas quoi et qu'il appelle Luke, quoi. T'as de nouveau les papillons bleus qui sont associés du coup maintenant au monde entre les mondes. C'est bizarre, vous avez une symbolique, vous savez pas vous en servir, c'est très curieux. C'est vrai que je l'avais écouté cette interview parce que j'étais très curieuse de savoir ce que Charles Soule allait dire sur le sujet. C'est vrai que malheureusement, ça s'était pas très bien passé cette interview, ça avait été une grosse déception pour plein de gens parce que il avait été très sur la défensive, très sur la réserve et notamment sur la question de la tragédie des Skywalker. C'est vrai que ce qu'il avait à dire semblait un peu opposé à ce qu'on voyait en représentation dans ses scénarios, donc c'était un peu compliqué. Et sur les papillons, dans mon souvenir, il avait précisé que lui n'avait pas fait la demande de papillons bleus. Lui, il voyait des espèces de phalènes, enfin de mythes, tu vois, des petits papillons de nuit blancs. En fait, il n'avait pas nécessairement donné une couleur. Il me semble que c'est bien Giuseppe Camuncoli qui leur a donné cette espèce de teinte bleutée ou bleue qui fait qu'on a maintenant on a fait le focus sur des questions de papillons bleus. Mais je crois qu'à l'origine, il ne devait pas avoir de couleur ou être blanc. Enfin, il n'y avait pas nécessairement une demande dans le scénario. Faut qu'on demande à Giuseppe maintenant alors. Bah voilà, on va falloir lui demander tout sur les papillons bleus. Un spécial papillon bleu. Mais du coup, c'est vrai que c'était la première fois que c'était introduit et que maintenant, comme tu le dis, ils ont l'air quand même de creuser le filon, hein, puisqu'on le retrouve pas encore dans les films, mais on a eu en BD, on a eu en dessin animé et donc on a maintenant sur Disney+, sur de la série live animation, on se retrouve avec ces papillons bleus qui normalement sont codés. Alors les papillons, c'est toujours des symboles de transformation, c'est des animaux qui accompagnent souvent les âmes, qui vont avec de la réincarnation ou des choses comme ça. Ils sont un peu psychopompes quand même dans leur rendu. Dieu sait si la piste de la transformation avait été bien exploitée dans le Silence des agneaux. Donc voilà, on revient sur cette idée-là. Et ben nous, on constate effectivement que du coup, ça accompagne des êtres en souffrance et qui vont crever. Donc c'est pour ça que j'avais dit bébé Yoda, bye bye quoi. Mais comme tu l'as dit, ils maîtrisent pas complètement leur symbolisme, alors va savoir. Après le papillon, il y a aussi un côté éphémère. Donc est-ce que c'est pour ça que c'est associé au monde entre les mondes et à des personnages qui sont amenés à mourir ou... Je sais pas, mais c'est vrai que Vador, il est en pleine transformation pendant ces 4 volumes. Donc finalement, la figure du papillon convient, quoi. D'un point de vue méta, elle est chargée et ça devient compliqué, quoi. Bah, le papillon, là, en plus, d'une certaine manière, il se retrouve associé avec Padmé aussi, parce que quand on la revoit dans le volume 4, qui est vraiment l'apothéose du truc, c'est vrai que la fin, elle est vraiment très, très bonne. Quand il a cette vision d'elle de dos, qui en plus, du coup, quand on avait vu les premières images de la bande-annonce de l'ascension de Skywalker, et t'avais Rey de dos avec Kylo derrière, on était là, oh, c'est comme dans... C'est vrai que c'est vraiment gênant, hein, l'ascension Skywalker à plus d'un égard à côté.
cause de ça. Et en plus, c'était dans une ambiance bleutée, hein, on se retrouve avec ça. Et à ce moment-là, Padmé est habillée de sa tenue de funérailles que lui n'a pas vue. Hein, il ne l'a pas vue dans cette tenue, avec ses fleurs dans les cheveux. Mais il la voit comme ça. Et donc, elle est en bleu, un peu comme ces papillons bleus qui sont là un peu à guider l'âme d'Anakin, de ce qui reste de l'âme d'Anakin dans son espèce de voyage transcendantal. Alors, il est possible que dans l'intervalle, il soit allé sur Naboo et qu'il l'ait vue dans son cercueil. Parce que je crois que c'était un cercueil visuels, où elle était visible, en fait. Mais pas dans la série, en tout cas. Ça, on l'a pas vu. C'est une ellipse, mais il est possible qu'il l'ait vue, ou qu'il ait vu des funérailles. C'était des funérailles quand même galactiques, de portée galactique. Voilà, en grande pompe. Donc, il est très possible qu'il ait vu la tenue. Le dernier volume, il est vraiment très, très chargé. Dans le volume 2, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il bute Jocasta, cette Jedi insupportable. Alors, faut quand même reconnaître que dans le scénario, on essaie de nous rendre Vador sympathique, entre guillemets, parce que tous les Jedi qu'il croise sont des gros cons. Oh la vache. Et on en a rien à foutre qu'il les bute. Que ce soit Maître Infila au tout début, là, pour lui piquer son cristal et saigner son cristal pour son nouveau sabre, ou Jocasta dans le volume 2, de toute façon, déjà dans l'attaque des clones, on avait envie de la buter, la vieille condescendante, là, la vieille bibliothécaire. Donc, qu'il la bute, on en a rien à secouer. Il nous apparaît presque sympathique parce que tous les soi-disant gentils qu'il croise, à part éventuellement les Mon Calamari, c'est des gros cons. Les Jedi, les anciens Jedi, les planqués, c'est tous des gros cons. Forcément, les inquisiteurs qu'ils forment, on rencontre les inquisiteurs, c'est des gros cons. Notamment le 6e frère, hein, en lisant ce comic, j'avais une pensée émue pour Ahsoka qu'il a buté dans son roman éponyme parce que le 6e frère c'est un connard, hein, il les aide pas à blesser et tuer ses autres frères et sœurs inquisiteurs pour s'en sortir, donc bon débarras celui-là quoi. Mais c'est vrai que du coup, toutes les épreuves que Vador passe, on se retrouve à un peu être dans son camp malgré tout, même s'il commet des atrocités parce que en face, les soi-disant gentils, on s'en fout, on n'a pas d'investissement, c'est des gros cons, quoi. Ouais, c'est un des premiers trucs que j'ai noté, mais je note à chaque fois, de toute façon. Les Jedi sont des cons. ça devient un classique. Hein. Et parce que c'est vrai que dans chaque volume, tu te retrouves à voir un être du passé. Il y a 3 Jedi et il y a un Sith, plus ou moins un Sith, puisqu'il n'a pas accepté d'être un Sith, finalement. Donc, quelqu'un qui fait pas complètement partie du groupe. Et la question de pas être quelque chose, de pas être un Jedi, de ne plus être un Jedi, d'être encore un Jedi, ou d'être un Sith, ou de ne pas être un Sith, ça fait aussi partie des choses qui sont discutées. Alors c'est vrai que t'as quand même 3 représentations de Jedi qui envoient pas du rêve, hein, qui ressemblent pas aux Jedi de base qu'on avait à l'origine, hein, donc l'ermite Obi-Wan, hein, ça n'a plus rien à voir, c'est vrai que ça a été mis à mal depuis, mais c'est vrai que ce soit le maître Infila, effectivement. Alors là, ils avaient introduit une nouveauté, le vœu de Barash, où quand tu renonces, on va dire, à devenir un Jedi pour faire un vœu de pénitence, tu pars faire ton ermite, ce que font tous les Jedi de toute façon. À savoir est-ce que finalement les autres ils ont aussi fait un vœu de Barash à un moment ou un autre. Finalement Yoda et Obi-Wan presque ils auraient dû le faire. Et donc tu t'en vas ailleurs expier. Alors lui il part sur un lieu sacré des Jedi, hein, j'ai l'impression, parce qu'il a un compagnon cybernétique, un robot qui est là, qui garde depuis un moment les lieux. Donc il est pas très sympathique quand même, comme tu le dis. Après on se retrouve avec Jocasta, donc qui est normalement ton cliché de la bibliothécaire. Mais alors la bibliothécaire pas gentille, hein. Celle qui va venir t'engueuler parce que t'as rigolé avec tes copines, tu vois, enfin, qui supporte pas qu'on touche les livres. Alors c'est marrant pour une bibliothécaire. On va pas lui mettre le bordel dans ses petits papiers, elle, hein, clairement. Et qui effectivement, du coup, c'est vraiment une grosse conne parce que elle veut protéger le savoir et on nous la met comme une héroïne possible parce qu'elle est très concernée par le futur, par la transmission du savoir des Jedi et par trouver les enfants qui sont sensibles à la force. Bon. Mais dans le même temps, la raison pour laquelle tu as des gens qui sont devenus des proies du côté obscur, c'est aussi parce qu'ils sont rejetés par les Jedi. Et ça, c'est la figure du grand inquisiteur qui, lui, avait envie de savoir, avait envie d'apprendre. On lui a dit « Ah non, non, c'est pas bon pour toi, avec tes sales pattes, t'as pas le droit d'y toucher ». Et on se retrouve toujours avec cette rétention d'informations des Jedi qui est quand même foncièrement problématique à la base. Parce que pourquoi la force serait plus logique avec eux? Pourquoi eux, ils auraient un droit de regard, détention des savoirs, des secrets de la science Et c'est vrai que c'est une question que pose Palpatine aussi, qui est que lui aussi veut s'accumuler le pouvoir. Et un truc qu'il supporte pas chez les Jedi, c'est ça aussi, c'est qu'ils avaient volé les secrets des autres et qu'ils refusaient de les partager. Il y a un côté très dogmatique, très puriste
connards, hein, des Jedi. Et c'est quelque chose que tu retrouves ailleurs dans l'univers étendu, l'ancien, mais voilà. Typiquement, dans le manuel des Jedi, toutes les annotations de Palpatine, c'est à mourir de rire parce que... Oui, tu disais. Ils sont cons, bah ces oui, Jedi. c'est plus drôle que les autres, c'est sûr. Et puis après, t'as le troisième Jedi qu'on voit, alors qu'il ressemble... Il aurait pu m'être sympathique parce qu'il ressemble vaguement à Darkness, avec une corne brisée, donc c'est une espèce de taureau. Et qui, alors lui... est en mode, faut sacrifier le plus de monde possible pour faire des martyrs, ça va inspirer les autres. Ah oui, il est grave, lui. Bienvenue dans la secte, tu vois, c'est... On a vraiment ces incarnations de la dangerosité du Jedi dans son mode sectaire, qui n'en voit pas du rêve. Le seul étant sympathique, étant peut-être Ivkov, donc qui lui est un apostat finalement, parce que c'était un personnage qu'on voyait vaguement au Conseil Jedi dans La Menace Fantôme, qui, je crois, était vaguement présent dans le fond de la bataille de Geonosis dans le deuxième, et puis qui du coup, lui, a décidé de se barrer de chez les Jedi, parce que finalement, il allait faire sa vie, tu vois, il est tombé amoureux. Donc c'est un Zabrak, comme Darth Maul et compagnie, là, une espèce de petite... la version masculine de Dathomir, on va dire. Il a fait ce qu'aurait dû faire Anakin, en fait, qui était de se barrer avec sa femme et son gosse. Et ça aussi, c'est très problématique aussi, ça, ce truc-là. Il est rattrapé par Vador, et le bébé leur est volé pour le projet des Inquisiteurs. En fait, ils volent tous les bébés sensibles à la Force pour les expériences de Palpatine, etc. Donc, tu évoquais tout à l'heure les questions de procréation, des bébés, etc. L'utilisation qui est faite des bébés, il y a un non-respect de la vie qui est assez symptomatique des Sith, mais finalement ce que voulait faire Jocasta, c'était pas tellement éloigné, hein. Et ce que faisaient les Jedi d'arracher les enfants, les très très jeunes enfants, des bras de leurs parents pour leur laver le cerveau, etc., on retombe sur le même problème. C'est juste que la méthode est encore plus choquante quand tu vois les Sith ou les Inquisiteurs le faire. De Zabrak, c'était le seul Jedi sympathique parce qu'il a dit fuck les Jedi pour de vrai, quoi. Il a fait sa vie et... Du coup, c'est vrai que c'est assez perturbant. C'est ce qui ouvre le volume 4 et quand on sait comment ça se termine après avec effectivement l'acceptation du fait qu'il a tout perdu, hein, qu'il a perdu la femme qu'il aimait et son bébé, que ça s'ouvre sur... il débarque dans la petite famille et il va voler une petite fille, donc un petit bébé, un petit angelot, là, malgré ses petites cornes. Il vole le petit Angelo à la famille et ils essayent de protéger l'enfant. Le père dit ça, Ivkov dit je dois être là pour protéger ma femme et mon enfant, et t'as face à lui cet homme ou cette créature qui du coup n'a pas pu le faire. C'est extrêmement poignant. Ça, c'est vrai que cette scène est compliquée. Qui croit même les avoir tués de ses propres mains. Donc. En plus. C'est son antithèse. Et je pense que ça ravive la haine de Vador aussi. Hein. Toujours dans ce volume 4, après justement cette mission de Vador qui a dû le secouer, hein, même si c'est pas marqué de façon très très claire, l'empereur lui dit je vais te donner un monde, qu'est-ce que tu veux comme planète? Et c'est Vador qui choisit Mustafar, parce qu'il sait qu'il y a un nexus du côté obscur et c'est là qu'il fait construire sa forteresse, voilà. La première planche du volume correspondant, parce que Vador lui a aussi donné le vaisseau de Padmé, faudrait juste lui en mettre un coup de polish, mais du coup il a plein de souvenirs dans ce vaisseau, il voit la salle du trône où il y avait Padmé. Ils ont sûrement niqué dans ce vaisseau, tu vois. Ça se trouve c'est là que le bébé a été conçu, enfin les jumeaux. Il se voit enfant de dos face au trône et l'enfant Anakin se retourne et il porte un espèce de masque de chair de Vador qui fait flipper. Il fait zombie, il fait flipper, c'est une catastrophe. Donc comme il est en phase destructrice, nihiliste, rien à foutre, il explose le vaisseau de Padmé en entrant comme un fou dans l'atmosphère de Mustafar. Et ensuite il veut faire construire cette forteresse. Et c'est là qu'il trouve le casque de Momine, qui donc n'est pas tout à fait un Sith, parce que même les Sith en ont pas voulu tellement il était monstrueux en fait. Même s'il a été formé, etc., il s'est retourné contre son maître et voilà. Et il s'est retrouvé piégé dans un casque. Donc ça aussi c'est très mythologique, c'est très chargé. À un moment donné, Vador va pour enfiler le casque. C'est sur une planche, mais il le rejette tout de suite. Ça peut pas le faire. Donc il utilise Momine comme espèce de grand architecte complètement fou pour réaliser son projet de forteresse et canaliser l'énergie du côté obscur qui est sur ce Nexus, cette espèce de caillou de dolmen. Je sais pas s'ils en ont pas voulu, je pense que c'est plutôt lui qui n'a pas voulu des Sith parce qu'en fait il acceptait pas le principe de la règle de 2, il acceptait pas d'être l'apprenti de quelqu'un ou d'avoir un apprenti. Ou parce de que mourir. c'est quelqu'un d'assez arrogant et narcissique.
Et donc en fait il accepte pas le fait d'être en interaction avec quelqu'un d'autre. Ce qui compte c'est ce que lui crée, sa création et son rapport avec la force. Bizarrement, alors qu'il est extrêmement arrogant et narcissique, il donne une leçon à Vador sur la force qui est assez intéressante parce qu'il lui dit mais tu prétends utiliser la force mais tu dois servir la force, qui pareil est complètement antithétique par rapport à ce qu'il dit avant et sa manière lui de se concevoir dans sa place dans le monde si tu veux. Finalement il considère que la force c'est quand même, il est le véhicule de la force d'une certaine manière. Donc c'était assez curieux. Mais Mustafar, faut peut-être insister là-dessus, c'est-à-dire Mustafar c'est vraiment aussi un autre fil rouge, t'as deux fils rouges, t'as l'histoire, le lien avec Padmé et sa renonciation ou son deuil de Padmé qui se fait au fur et à mesure. T'as Mustafar qui est également l'autre fil rouge, puisque c'est vrai qu'on sort finalement de Mustafar, l'endroit où il vient de se faire botter le cul par Obi-Wan et brûler façon kebab là. Il est renvoyé là-bas par Palpatine pour y saigner son cristal. C'est là qu'il prend conscience qu'il y a peut-être des choses sur cette planète qui sont beaucoup plus importantes au niveau de la Force et que c'est peut-être un endroit privilégié de la Force qui peut servir de portail. Il choisit d'y revenir effectivement de lui-même quand on lui propose un monde. Palpatine lui propose plusieurs mondes. Il lui propose Naboo. Il dit bah c'est le lieu de ton amour. Alors vas-y, quel tu peux le enfoiré prendre. Palpatine. Non, on peut pas. Il lui propose plein d'endroits et il lui propose Tatooine en lui disant bah vas-y comme ça tu pourras aller le dézinguer. Nous on était là yes va défoncer Tatooine. Non, il veut pas de Tatooine, personne veut retourner sur Tatooine à part J.J. Abrams et Chris Terrio. Et donc du coup il choisit Mustafar parce que il le voit comme un portail possible. Après tout c'est l'endroit où sa femme est morte, ça peut être l'endroit peut-être où il peut la retrouver aussi finalement parce que c'est là où elle est disparue. Donc bon bah elle est pas morte à cet endroit-là, on sait bien, mais pour lui symboliquement c'est là qu'il l'a perdue et c'est là où symboliquement il peut la retrouver aussi. C'est son choix. On peut insister justement par rapport à ça et les échanges qui sont faits entre Palpatine et Vador, et ça aussi ça m'a beaucoup fait penser du coup à l'ascension de Kylo Ren, évidemment dans les rapports entre Snoke et Kylo. Bonjour la relation essentiellement dysfonctionnelle et malaisante entre les deux. Palpatine est toujours en mode sadique perpétuel avec lui. Et lui, c'est vraiment un masochiste quand même, Vador. Ah oui, encore une fois, il a un death wish et il a tellement de haine envers lui-même qui se transpose en haine vis-à-vis des autres, mais il est dans l'autodestruction permanente. Donc en fait, tout le mal que lui fait Palpatine, il l'encaisse, même s'il y a toujours cette étincelle de défiance, parce que comme tu l'as dit, il lui répond pas, il botte en touche, etc. Et puis il nourrit quand même ce fantasme de lui faire la peau. Et puis il a sa propre mission, quoi. Le fait de faire son truc en douce là avec son château et Momine, c'est un truc qui n'a rien à voir avec l'empereur, qui lui a pas été demandé. C'est un acte de résistance d'une certaine manière. Alors par rapport à Palpatine, ça renforce aussi ce que tu disais sur Snoke. Alors Snoke c'est le côté pédophile machin. Palpatine, à un moment donné, t'as une planche qui laisserait entendre que c'est lui qui a manipulé les midi-chloriens pour engendrer Anakin. Donc indirectement, ce serait le père d'Anakin. Donc ça, c'est quand même hyper perturbant, surtout quand tu vois le regard vide de Shmi. Bah, c'est d'autant plus perturbant que j'ai toujours trouvé qu'il y avait vaguement un fond homo-érotique dans la relation entre eux. Donc en plus, il y a un côté... Alors c'est pas son père, c'est une manipulation de la force. Hein. Ça veut pas dire qu'il a engrossé Shmi, etc. Mais néanmoins, c'est vrai que ça fait une figure paternelle et qui s'oppose en plus à un moment à l'autre figure paternelle de la vie d'Anakin qui est Obi-Wan. D'ailleurs, à un moment, il les confronte tous les deux dans sa tête. Hein. C'est vraiment le petit ange et le petit démon qui se battent en permanence dans son esprit, finalement. Avec cette phrase chargée, je suis ton père. Il y a un côté quand même chez Palpatine qui a toujours été un petit peu malaisant vis-à-vis d'Anakin, quoi. Ah oui. Il prend plaisir à avoir détruit ce beau jeune homme. Il s'est approprié ce beau jeune homme, il l'a détruit et il l'a reconstruit comme il a voulu, quoi. Je pense qu'il y prend une forme de jouissance. Et alors, ce que j'ai apprécié en parallèle à cette planche, c'est tu vois des rappels de la campagne d'affiches de la menace fantôme, avec Anakin qui est sur Tatooine, et à un moment donné, il se retourne et voit l'ombre de Vador contre une maison en pisé. C'était exactement l'affiche de la menace fantôme. Donc voilà, c'est ce que j'ai apprécié aussi dans ce comic. On évoquait Padmé, etc. C'est que il boude pas la prélogie. Au contraire, il l'intègre complètement dans son discours méta, et alors nous on adore parce qu'on trouve quand même que la prélogie, même si c'est pas la trilogie qu'on a préférée, avec l'épisode 9, elle a été grandement malmenée. Au lieu de boucler la boucle, on l'a jetée sous le tapis, et c'est bien dommage. Donc là quand même, il y a plein de rappels de la prélogie, et c'est vraiment chouette. Ah, il y a une très belle utilisation de la prélogie, ça c'est sûr. Aussi bien dans les visuels des costumes que dans certaines références, effectivement, ouais, c'est très bien fait. Et on voit Shmi également. Et dans ses méditations, on voit aussi à un moment donné
réunionnait tous les Jedi, tout le conseil Jedi, et il rêve qu'il leur fait la peau. Donc là, il est sous sa forme hybride de méditation qu'on a déjà décrite avec ses membres fantômes et son torse carbonisé. Donc il se fait tout le conseil Jedi. On retrouve Jocasta, il y a Shakti, il y a même Yaddle. Ouais, il y avait même Yaddle. Cette planche-là, d'une certaine manière, certains pourraient dire qu'elle annonce l'ascension de Skywalker, parce que du coup, t'as ce côté je suis tous les Jedi, je suis tous les Sith, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai, et en plus, ils sont positionnés sur les marches du temple Jedi, comme s'ils voulaient l'empêcher de faire la purge des enfants. Tu sais, l'ordre 66. Et il les dézingue tous. 2 pages plus loin, il dit à Yoda, laisse mourir le passé, tue-le s'il le faut. Ah bah oui. Oui, c'était le compagnon avec de la Jedi, oui, ça c'est... Donc là, le parallèle, il est énorme avec Kylo, quoi, avec ce que Kylo disait. Ce qui est extrêmement bizarre, c'est qu'à ce moment-là, dans cette planche-là, il a 2 sabres à la main, comme Ahsoka, qu'on voit juste avant d'ailleurs. Au début, je me suis dit, mais c'est bizarre parce qu'il est pas censé avoir déjà vu Ahsoka. C'est plutôt une prolepse qu'une analepse à ce moment-là, parce que c'est un flash-forward, c'est-à-dire de son affrontement. Et en fait, comme ça se fait sur plusieurs années, probablement, entre-temps, il a déjà croisé Ahsoka, et c'est un flashback. Je pense qu'il n'y a pas d'autre flash-forward qu'à 2 moments, c'est-à-dire le moment où, justement, après Jocasta, qui a laissé son héritage, on va dire, de sa planque de Jocasta, on voit Luke qui, des années plus tard, finalement, met au jour cette planque, scène à laquelle on fait allusion dans l'ascension de Kylo Ren, quand il part en mission avec jeune Ben Solo, qui trouve une planque, et c'est là qu'ils vont rencontrer les chevaliers de Ren, et qui est cette référence à « Ah bah tiens, cet endroit est presque aussi bien que la planque de Jocasta ». Donc cette scène-là, en plus qu'on retrouvera plus tard référencée dans l'ascension de Kylo Ren. Donc on le voit à ce moment-là, et puis un peu plus tard, quand on voit une espèce de grand éclair bleu vers toute la fin, où tu as une silhouette qui semble être cette silhouette de Luke Skywalker, donc qui viendra plus tard. On dirait Luke Skywalker sur Bespin. Exactement. Juste avant leur duel, au moment où il dégaine son sable, juste avant leur duel sur Bespin. Mais si tu continues sur puisqu'on reste sur les gros parallèles avec The Last Jedi, la dernière scène, donc où Vador, qui à ce moment-là retrouve sa figure d'Anakin, c'est le seul moment où il le retrouve dans sa psyché, il reprend son visage humain d'Anakin, en colère quand même, parce qu'il n'a pas les yeux tout à fait normaux, mais il essaye de plaider pour récupérer Padmé, et il lui tend la main et lui dit s'il te plaît. Et là t'es là, oh non. Ah non mon gars, ça va pas le faire, parce qu'effectivement c'est la scène de Kylo et Rey sur le suprématie. C'est les mêmes termes qui sont utilisés, et bon voilà. Et avec ce qu'on a eu après, ça fonctionne pas, parce que effectivement ça fonctionne si on a à la fin la réparation de cette histoire tragique avec un couple qui s'en va dans le soleil couchant, ou le vent, je m'en fous, mais en tout cas qui s'en va pour avoir sa propre vie. Et comme maintenant on se retrouve avec, comme je te disais, on va sortir le mime du Seigneur des Anneaux, il y a rien d'autre que la mort dans Star Wars, et tu n'auras pas une fin heureuse, voilà, c'est ça. Ce qui était intéressant dans cette double planche où il rencontre enfin Padmé, donc elle est sur le balcon, c'est censé être le balcon où ils se sont mariés sur Naboo. Elle est donc dans sa tenue de funérailles. Et elle lui dit es-tu un ange? Elle lui ressort ce qu'il lui a dit la première fois qu'il l'a rencontré sur Tatooine quand il était gosse. Es-tu un ange? Ce sont les plus belles créatures de l'univers. Et puis donc juste après, il lui tend la main, elle lui dit on doit partir, etc. Et elle lui dit bah non, je te connais pas, Anakin Skywalker est mort. Et elle se jette dans le vide, elle préfère se jeter dans le vide. C'est flippant parce que pendant qu'elle se jette dans le vide, elle s'auto-étrangle avec les mains, comme lui il la force choquée, tu vois, et ensuite elle est frappée d'un éclair et elle est complètement atomisée, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'il comprend qu'il la récupérera jamais, quoi, que c'est mort. Et donc il explose de rage, etc. Et c'est là aussi qu'il a cette vision de Luke sur Bespin. Et donc finalement, ça préfigure aussi le fait que sa rédemption ne se fera pas grâce à l'amour qu'il avait pour sa femme, parce qu'elle est décédée, elle ne reviendra pas, il ne pourra pas la récupérer. Ça se fera grâce à un avatar de cet amour, en l'occurrence le fruit de cet amour qui est son fils, dont il ignore l'existence à ce moment-là. C'est pour ça que les Jedi ils sont cons avec leurs histoires d'attachement. Les attachements c'est pas bien. Sauf que si tu réfléchis, oui certes ce sont des attachements ou en tout cas des angoisses ou des peurs qui ont fini par conduire Kylo et Vador au côté obscur, mais pas seulement, c'est aussi justement le manque d'amour et d'être rassuré, et justement parfois le manque d'attachement qui les a conduits à ça, mais ce sont des attachements
qui vont les sauver. C'est le fait d'aimer son fils qui va le sauver. C'est pas la force, hein, c'est le fait qu'il aime son fils. De la même manière que Kylo, enfin Ben, c'est le fait qu'il aime son père, qu'il aime sa mère et qu'il aime Rey qui va le sauver à la fin. Exactement. Bah d'ailleurs, les Jedi c'est des hypocrites parce que quand tu regardes la figure d'Obi-Wan, Obi-Wan aimait Anakin comme un fils, comme un frère, comme tu vois. Et cet amour-là, il devrait être tout aussi interdit que... Enfin, c'est une forme d'attachement... Enfin, au moment où il lui balance, il vide son sac sur Mustapha alors que l'autre il est en train de cramer, tu te dis c'est quand même hyper passionné, c'est très douloureux. C'est typiquement le genre de truc que l'ordre Jedi interdit, donc ils sont pas clairs hein, par rapport à ça, les Jedi. Dans le même temps, il te dirait que justement son attachement n'était pas bien parce que c'est justement parce qu'il était attaché à lui qu'il n'a pas vu qu'il était en train d'être corrompu et qu'il allait basculer du côté obscur. Donc d'une certaine manière, c'est aussi pour ça qu'il part en contrition derrière, c'est parce que c'était pas bien de s'attacher autant à son disciple. Ouais, mais regarde, les autres membres du conseil, ils ont manipulé Anakin en sachant qu'il allait pas bien. Ils lui ont demandé d'espionner, enfin de faire des choses qui sont contraires à leur credo, espionner Palpatine. Donc utiliser l'amitié de Palpatine pour Anakin, pour avoir des informations, etc. Donc utiliser une forme d'attachement pour avoir des informations. Donc c'est quand même des gros bâtards. Mais oui, c'est des gros bâtards. On le dit à chaque fois. On le cache pas dans le comics. Donc ça, c'était appréciable. Tu dis les Sith, les Inquisiteurs. Bon, on le sait que c'est des gros bâtards, hein, c'est un prérequis. Mais les Jedi aussi. À eux, pour le coup, tu vois, ça m'a aussi beaucoup rappelé le traitement des Chevaliers de Ren dans l'ascension de Kylo Ren. Il y avait également ce parallèle-là aussi. La bande un peu racaille rebelle, là, avec ses masques un peu compliqués, tu la retrouves également dans l'ascension de Vador, parce que tu as les Inquisiteurs. Le seul qui n'a pas de masque chelou, c'est le premier Inquisiteur, donc qu'on retrouve dans Rebels et qui est originaire d'Utapao. Ils sont quand même très stylés, hein, J'ai oublié le nom de cette espèce, mais ils sont super stylés. Mais tous les autres, ils portent des masques. Le 6e frère, la 9e sœur, qui est hyper baraque. Enfin, elle a des cornes et machin. Enfin, bon, c'est... Ouais, ça fait un peu équipe de branquignoles, de Kyra, comme les Chevaliers de Ren, quoi. Après, encore une fois, c'est pas forcément ce qui m'a intéressé le plus. J'étais beaucoup plus intéressée. Alors, même si j'ai pas aimé le personnage, le premier Jedi, là, donc Maître Infila, c'est ça ouais. Le premier. J'ai trouvé très bien l'utilisation mythologique du mythe de Prométhée, si tu veux. Oui. Parce que t'avais les aigles, et on sort quand même de... Vador vient de se faire construire en mode Frankenstein. Frankenstein, c'est le Prométhée moderne dans son sous-titre. Ouais. Et donc tu retrouves cette utilisation en métaphore filée derrière. En plus, pendant tout l'épisode, l'autre n'arrête pas de le traiter de créature, de monstre, de créature. Ça lui est répété sans arrêt. Il refuse de le voir comme un être humain. Et en fait, c'est eux, à force de refuser de le voir comme un être humain, qui font de lui ce qu'il est. Et il se retrouve effectivement tout cassé, à être obligé de se reconstruire lui-même. Il doit se réinventer, parce que finalement, l'armure, elle lui a été imposée. On l'a collé dedans, on l'a enfermé dedans. Et en fait, au fur et à mesure, il devient celui qui s'auto-enferme dans cette armure. Alors, c'est aussi parce qu'il avait ses talents de mécanique. Ça. Donc, il est sans arrêt en train de pousser son armure au maximum. Il se retrouve noyé, il se retrouve brûlé, il se retrouve dans l'espace. Enfin, dans des circonstances qui sont toujours excessives, avec plusieurs fois son système qui lui dit « Attention, défaillance, défaillance », parce qu'il pousse au maximum de ce que tu appelles le Death Wish aussi, mais aussi en mode quelle meilleure version mécanique de moi-même est-ce que je vais pouvoir donner. Et c'est lui qui la rafistole, qui fait faire les modifications sans arrêt. Donc il y a du rafistolage d'urgence. Là, en l'occurrence, contre Maître Infila, il fait une chute et il récupère des morceaux du droïde qui justement avait suivi Maître Infila dans son exil volontaire. Et l'autre l'avait sous-estimé. Il l'a sous-estimé à ce niveau-là, il pensait qu'il était mort. Hello, I live, bitches. Et puis il l'a sous-estimé aussi dans le fait qu'il en avait rien à foutre de la vie des autres, puisque Vador déclenche un raz-de-marée. Il fait sauter un barrage pour battre le maître Jedi et lui piquer son Kyber Crystal. Il en a rien à foutre, il fait péter le barrage, il bute tout le monde. C'est très important les raz-de-marée parce qu'il y en a beaucoup. T'as beaucoup de passages de submersion divers et variés. Et donc ça va complètement avec ce parcours psychique du personnage qui est submergé par ses émotions tout le temps. Que ce soit de la lave, que ce soit de l'eau, certes, c'est ce que tu vois, mais à côté de ça, t'as son trouble intérieur et le fait qu'il est submergé par des émotions diverses et variées. Et ça, j'ai trouvé ça également très bien mené sur le plan de la thématique. C'est quelque chose qui était très bien fichu, ça. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que très souvent quand il est en méditation, donc sous
cette forme très particulière. Et c'est sur fond de mer déchaînée, orage, éclairs et compagnie. Hein. Donc l'élément aquatique, il revient quand même très très régulièrement à ce niveau-là. Et puis tu évoquais le fait qu'il a un Death Wish ou qu'il veuille améliorer son armure, etc. Je pense qu'il a besoin d'un challenge pour se sentir, ne serait-ce que vivre un tout petit peu. Et tu as ce passage hallucinant où tu crois que Tarkin, parce que Tarkin est très présent aussi. Ah la vache, ça c'était what the fuck. Moff Tarkin qui essaie de lui faire la peau en mode... Les chasses du comte Zaroff. Voilà, c'est ça, chasse à C'était entre Alan Quaterman et les mines du roi Salomon, parce que c'était l'ambiance africaine, African Queen. T'as même une image qui est vraiment, la case, c'est vraiment un soleil couchant dans le Zimbabwe, tu vois. Et tu te dis, bon d'accord, avec les tentes coloniales et tout, les porteurs c'est des rats, enfin bon c'est vraiment, c'est à la limite du colonialisme raciste tout ça, et ça part en mode chasse du comte Zaroff carrément, ouais. Mais c'est complètement what the fuck ce truc. C'était terrible ce que tu dis, mais à quel moment, parce que tu les vois interagir à plusieurs reprises, Tarkin et Vador, tu sens qu'il y a un futur conflit de ceux qui vont devenir les big têtes de l'Empire après l'Empereur en fait, hein. Sous l'empereur, parce que Vador, pendant un bon moment, son statut est très incertain. D'ailleurs, il y en a plein qui en profitent pour essayer de lui faire la peau, et l'empereur le laisse bien se démerder, s'imposer lui-même, face aux officiers, face aux inquisiteurs, dont il va finir par reprendre la formation. Il va devenir chef du projet inquisiteur. Et là, face à Tarkin, tu dis, mais Tarkin essaie de lui faire la peau avec des éclaireurs, avec des... Vraiment, c'est ça, en mode chasse aux rhinocéros blancs, quoi. Ah bah, en plus, comme c'est un vieil homme blanc plein de thunes, tu vois, mais ça c'est fait carrément ça m'a fait penser aussi à ce film de Clint Eastwood, Chasseur blanc, cœur noir. Pas du tout, qui lui ressemble un peu quelque part. Bah ouais, en plus, le Tarkin, les traits taillés à la serpe et tout, enfin, ça fonctionnait très bien. Et tu te rends compte que Tarkin l'a fait à la demande de Vador. Parce que Vador avait besoin d'être challengé, il avait besoin de tuer des gens, mais aussi d'améliorer son armure, d'être vraiment repoussé dans ses limites pour s'en sortir. Et j'ai trouvé ça super intéressant aussi, la relation entre eux, parce que finalement, ça fait le lien avec la dynamique que tu retrouves au début de l'épisode 4 entre les deux, quoi. Oui, il y a la rivalité. Bah, c'est vrai qu'on voit qu'il n'arrive pas à s'imposer tout de suite, parce que c'est vrai qu'au début, en fait, c'est une cible de plus. Il entre encore sous le cours de l'ordre 66, c'est-à-dire que pour les clones qui sont encore en activité à ce moment-là, bah il le voit arriver, bah c'est un Jedi à abattre et son statut il est pas encore très officiel, et on voit le moment où tu as une présentation officielle à l'armée, parce que c'est qui ce type, qu'est-ce qu'on en fait, il représente quoi et il est obligé de donner l'exemple en tuant 5 personnes au hasard, en me disant, je suis pas là pour déconner, pour essayer d'imposer son autorité, parce qu'au début effectivement c'est vraiment un wild card, les autres ne savent pas quoi faire de lui, quoi. C'est le chouchou de Palpatine, d'accord, c'est son âme damnée, mais ils savent pas quoi en faire. C'est un vrai problème. Mais tu vois, tu disais avec cette scène avec Tarkin, moi j'ai beaucoup de mal avec ce passage-là parce que je le trouve assez décalé par rapport au reste, bien qu'il y ait des choses qui peuvent se raccrocher. Ça se termine quand même où il se fait électrocuter encore. Il se prend des éclairs parce qu'il est dans une plaine, et donc c'est la seule chose qui dépasse. C'est un endroit où il y a sans arrêt de l'orage, et en fait Tarkin, qui est en train de perdre, sait qu'il va se prendre un éclair, il va se prendre du jus dans la gueule. Ça loupe pas. Et tu te dis, avec le nombre d'éclairs qu'il se prend d'ailleurs dans la gueule dans cette série, Vador, tu te demandes pourquoi son armure était pas mieux conçue pour résister aux éclairs de Palpatine à la fin, parce que les éclairs sont quand même un fil rouge également, enfin un fil bleu, parce qu'ils sont souvent bleus d'ailleurs là-dedans. Et bien ça m'a fait penser, moi je vais te dire à une chose, ce fait qu'ils se prennent autant d'éclairs dans la tronche, ça m'a fait penser à nos dramas chinois, en particulier que j'avais découvert avec Cultivation. Le fait que tu te payes des tribulations où à chaque fois tu es obligé de te prendre des éclairs pour accéder à ton statut supérieur. Quand tu sais que Charles Soule, il a fait des études extrême orientales, donc il est forcément familier avec ce concept-là, je suis convaincue que ça a dû jouer là-dedans, le fait qu'ils se prennent autant d'éclairs et qu'ils aient utilisé ça, tu vois. Ça me... Bon, il y a le fait que Palpatine balance des éclairs, certes, mais là, c'est pas tellement lui qui les balance, c'est vraiment... régulièrement, il se retrouve en position où il se prend des éclairs dans la gueule. Et ça, c'est vraiment un classique du cultivateur immortel des dramas chinois. Ah oui, c'est ça. Hein. Typiquement, dans Ten Miles, au tout début, t'as Mo Yuan qui se prend les éclairs à la place de Bai Tian, de Bai Tian, parce qu'elle est pas encore prête. Ouais, ou chaque fois que
t'es puni, allez hop, au rocher, tu prends le compteur gêne. Et ben c'est exactement ça, tu vois. Et le fait qu'il est en mode masochiste, il cherche à se faire punir, ce qui lui donne un peu l'impression d'exister en fait, parce qu'il est vraiment, il est pas mort à l'intérieur, hein, c'est pas du tout ça. Tu sens vraiment qu'il y a encore de la pulsion de vie chez lui, en fait. La pulsion de vie intimement liée à la pulsion de mort et à la souffrance. Donc la souffrance, soit il faut qu'il l'inflige à quelqu'un d'autre pour apaiser sa propre souffrance, même si ça dure un court instant, soit il faut qu'on lui inflige de la souffrance pour qu'il se sente ne serait-ce qu'un petit peu vivant, puis ça lui permet d'apaiser sa haine de lui aussi. Donc oui, il est maso, puis il est en dépression, il se déteste, enfin... C'est de la haine qui dirigeait vers tout le monde, sauf Padmé, en fait. Et à la toute fin, donc vraiment la toute dernière planche, il réalise qu'il ne pourra pas ramener Padmé, jamais. Il a une conversation avec Palpatoche, il l'appelle sur l'hologramme, etc. Et Palpatine lui demande s'il a appris ce qu'il voulait sur Mustafar, si c'était à la hauteur de ce dont il avait besoin. Et Vador lui répond pas, il éteint l'hologramme avant de répondre à Palpatine. Par contre, il dit à voix haute... Et là, t'as cette planche magnifique où il a derrière lui sa forteresse, la 9e forteresse. En mode gothique, les éclairs rouges, parce que quand ils sont pas bleus, ils sont rouges, les éclairs. Et il dit oui, il a enfin compris quelque chose. Sur les 9 forteresses successives que Vador fait réaliser par Momine, tu avais donc ce méta... elle avait fait ça sous forme d'un fil de post sur Twitter, Corsec, sur les 9 forteresses, et c'est la 9e qui est la bonne. Alors on n'est pas loin des 9 cercles de l'enfer. Oui, voilà, de la comédie, de Dante. La divine comédie. Enfin, la figure de Momine, c'est aussi la figure de l'architecte fou, la 9e forteresse qui est la bonne. Donc c'est 3 x 3, on est quand même sur les 3 trilogies. 9, 3 sont des chiffres magiques à peu près dans toutes les religions. Donc t'as un côté très mystique, et c'est vraiment le 4e volume qui est le plus mystique à ce niveau-là. D'autant qu'on savait que normalement dans le 9, on retournait à Mustafar, parce que ce soit dans la version de Trevorrow ou dans la version qu'on a eue finalement, ils avaient prévu, parce que de toute façon à ce moment-là, l'écriture était en cours pour l'épisode 9. Et donc c'était logique de nous mettre autant de Mustafar si t'avais du Mustafar dans l'épisode 9. Et on en a eu, mais on savait pas qu'on était à Mustafar. C'est-à-dire que c'est vraiment venu après. Ils l'avaient pas indiqué, et après ils nous ont fait toute l'histoire sur le fait que la planète était en train de guérir et qu'il y avait une population locale, etc. Que tu entreaperçois dans ce volume 4, cette population qui essaye de défendre sa planète et de virer cette présence néfaste et maléfique de la planète. Ils essayent de se battre à coups de puce géante de lave, là, c'est un peu ridicule, mais bon, voilà. Et en plus, ils ont un côté très mythique avec leurs grands bâtons, leurs machins. Enfin, il y a vraiment ce côté-là qui est intéressant. Chamanique un peu, hein, quelque part dans cette société. C'était présent, et donc c'est vrai que du coup, on comprend encore moins ce gâchis du 9 et le fait que c'était aussi bâclé et qu'on voit même pas la forteresse, ne serait-ce que dans le fond, de loin, ou j'en sais rien, parce que tout allait vraiment dans ce sens-là, c'est sûr. Hein. Et mais tu vois, ces reconstructions permanentes, moi j'étais morte de rire parce que j'ai moins pensé à Dante que dans Sacré Graal, à celui qui essaye de construire un château dans ces marais là et qu'il faut sans arrêt reconstruire. C'était à ça que je pensais tout du long. J'étais là, un jour mon fils ou mon petit-fils, un jour Kylo tout seul, ceci sera à toi. Quoi, les rideaux? Non. Mustafar. J'étais pas du tout partée là-dessus. Moi, j'étais sur les constructeurs de pyramides, Imhotep et les chiffres magiques. Oui, hein. J'étais avec Pythagore et compagnie, moi. Oh, il y a des tentatives d'érection, tu vois, mais du coup, il n'y arrive pas, Vador. Il n'y a pas d'érection, ça se passe pas très bien. L'érection. C'est vrai que la dernière forteresse, visuellement, c'est la plus belle, c'est la plus harmonieuse par rapport au décor, par rapport à son environnement, c'est la plus parfaite, c'est la forme la plus parfaite, et donc c'est pour ça que ça fonctionne. Et c'est à ce Momine qui a aussi cette figure de l'architecte Imhotep, mais de façon malveillante. Hein. Il essaie de reprendre une forme, machin, puis Vador le dézingue. Hein. Il savait très bien à quoi s'en tenir et que l'autre allait essayer de l'entuber. C'est surtout encore un mec qui a volé un boulot à une femme, hein, parce que normalement c'était une impériale qui devait être l'architecte de Vador. Quand j'ai vu qu'elle était architecte de Vador, j'étais oh ma pauvre, tu vas prendre cher. Tu vas prendre cher, tu vas pas tenir longtemps. Pour les filles, lui. Et donc effectivement, elle a pris cher parce qu'elle a pas construit. Parce que la première chose qu'elle lui demande, c'est complètement surréaliste. Vous avez l'intention de faire beaucoup de fêtes, de recevoir du monde chez vous? Ah ouais, ma fille. Bien sûr, bien sûr. Elle était pas dans les bonnes vibes. Elle avait pas bien compris les besoins du client. On prévoit la nurserie, Seigneur Vador. Les chiottes, vous les mets à quel endroit? Non.
ça l'intéresse pas du tout, hein. Tout ce qu'il veut, c'est juste avoir son portail et tout. Alors c'est vrai que la tour, elle fait quand même un peu Sauron, machin, etc. Et c'est vrai qu'elle avait été introduite vraiment à ce moment-là, cette forteresse Vador. Elle a été pérennisée par Rogue One, mais bon. Mais c'est vrai que le lien avec Mustafar, il était très fort parce que, regarde, du coup, même l'oracle, ils l'ont récupéré dans un très récent comic dédié à Vador. Donc on n'a pas vu Kylo parler avec l'oracle, l'espèce d'araignée qui bouffe une tête de cochon ou je sais pas quoi là. Mais finalement, c'est Vador qui lui parle. Ils essaient de raccrocher les wagons et de récupérer des bons concepts, mais c'est dommage parce que si on avait su au début de l'épisode 9 qu'on était à Mustafar, ça aurait été quand même beaucoup plus chargé par rapport à l'arc de Kylo. Mais enfin bon, ça fait partie des nombreux regrets où tu sens qu'il y avait un setup de ouf dans l'épisode 8 évidemment, dans tout le matériel compagnon, y compris du coup ce comics qui n'a pas été estampillé Voyage vers l'ascension de Skywalker, mais ça aurait très bien pu être le cas. Voyage vers l'ascension de Kylo Ren. Du coup, au chiottes, le setup, c'est d'autant plus... Je dis tout ça pour ça. D'autant que justement, quand il arrive sur Mustafar, à ce moment-là où on découvre les créatures qui habitent sur Mustafar, tu pars en mode phénix. Il est là avec son vaisseau qui crame, tu as dit, c'était le vaisseau de Padmé, donc le vaisseau de leur amour, hein, encore une fois, donc qui a un objet d'art, qui l'abîme. Volontairement, il le crache volontairement en entrant beaucoup trop vite dans l'atmosphère. Ça a été son choix, ouais, de faire en sorte de cramer le vaisseau, en fait. Ouais. Et donc, quand il arrive, à ce moment-là, ça fait comme un oiseau de feu qui traverse le ciel. Et quand on est en plus... Alors, je te dis, on reste vraiment dans le drama chinois, c'est-à-dire cette image du phénix qui arrive à She's of Love, tu vois. Donc, mais c'est ça, écoute, c'est carrément ça. C'est-à-dire le fait qu'en fait, il devrait y avoir une renaissance. Parce que le phénix, il part en fumée, il part en flamme pour mieux renaître. Et ça va avec cette idée de la création ou de la recréation. Et comme on disait, on commence avec cette création de Vador par Palpatine, et ce qui se passe en fait, et qui va en plus en parallèle avec toute une réflexion sur l'art et la création par Momine, c'est-à-dire c'est au fur et à mesure Vador qui est en train de se créer lui-même et de se recréer lui-même, aussi bien sur le plan de l'armure que sur le plan psychique, que sur le plan de son image au sein de cette nouvelle organisation qui est le premier empire, on va dire. Et donc, tu as cette idée de création qui est sans arrêt présente là-dedans. Parce que Momine le dit très bien, il dit à Vador, mais tu croyais que ma création, mon chef-d'œuvre, c'était ta forteresse? Je suis mon propre chef-d'œuvre. C'était se recréer lui, regagner un corps, etc., regagner en puissance, il était son propre chef-d'œuvre. Et finalement, Vador, c'est ça, parce que il arrête pas de renaître de ses cendres, il se fait dézinguer, défoncer, il améliore son armure, on lui remet des membres cybernétiques, et il est en perpétuelle amélioration, tout en étant dans l'autodestruction. Enfin, c'est très très curieux. Il est son propre chef-d'œuvre. Finalement. L'image du phénix lui correspond très très bien parce que déjà il a cramé sur Mustafar, il a réussi à renaître de ses cendres une première fois et il arrête pas de se faire électriser, cramer, noyer, machin, asphyxier, enfin bon c'est... jusqu'au moment où arrive son vrai chef-d'œuvre, hein, en fait, hein, qui est... on en revient toujours à ça, qui est Luke Skywalker. Sa vraie création, c'était la procréation. C'est ça, mais il y a une expression en anglais qui s'appelle « to steal the thunder », ça veut dire voler la vedette. Et c'est exactement ce qui se passe, non, parce qu'à la fin, en plus c'est dans un éclair, tu vois, il arrive dans un éclair. Ok, d'accord, bon, vous le faites comme ça. Mais c'est l'idée, en fait, parce que du coup, son vrai chef-d'œuvre, ce sera son fils. Serait-il bien qu'il y ait Leia, même si l'existence de Leia, elle est pas vraiment liée à la rédemption de Vador, il l'a surtout fait en rapport avec son fils. Elle est sous-entendue avec la petite fille des Zabrak. Ouais, c'est vraiment pas un comics où t'es censé refermer les pages en disant « Wouhou, il est trop badass et tout, ah ouais, le Dark Vador de Rogue One et tout, ah, je le kiffe trop, c'est... » Tu crois que c'est un power fantasy de mec hyper phallique et de fanboy ou ce que tu veux, même si nous, en tant que filles, on adore Vador aussi, hein, c'est pas la question. Et en fait, c'est pas du tout ça, t'es censé en ressortir en te disant, mais ce pauvre mec, et moi, ça m'a vraiment plongé dans la mélancolie. Alors, a fortiori, quand tu fais le lien avec la postlogie... avec son petit-fils, ouais, tu te dis que c'est pas mieux. Hein. Il est en survivaliste permanent, hein, c'est-à-dire, tu vois, moi, pour le coup, il m'a fait penser à cette phrase qu'Adam Driver avait eue sur son personnage, quand on lui demandait, donc, est-ce que Kylo survit, c'était à la fin du dernier Jedi, il disait pour ce que vivre veut dire
Et c'est exactement, ça représente tout à fait Vador à la fin. C'est-à-dire, ok, pour ce que survivre veut dire. C'est quand même un comics qui est dur à encaisser si on a de l'empathie pour le personnage. Si vous cherchez des piou-piou, des combats de sabre laser, des planches où il est super badass, vous allez être servi. Mais c'est pas ce que nous, on va retenir de ce comics, quoi, c'est sûr. Tu as le choix de le voir différemment. Enfin, il y a plein de façons de l'apprécier. Après, c'est vrai que du coup, si tu t'intéresses, je pense encore une fois aux intentions et à ce que ça veut dire quand tu regardes dans l'ensemble de la saga, tu es forcément mélancolique et déprimé en le regardant maintenant avec le 9. C'est difficile de l'aborder. C'était déjà difficile à l'époque en 2018, mais nous, quand on l'avait lu en 2018, je me souviens sur Tumblr et qu'on en discutait avec d'autres personnes sur Tumblr, on le voyait vraiment comme oh là là, mais c'est trop beau ce qu'ils vont faire. Alors, on vous renvoie à notre épisode sur l'inversion d'Anidala, donc comprendre la postlogie épisode 3, parce que tu partais vraiment là-dessus. Ouais. Mais maintenant, du coup, t'as juste bis repetita et t'as juste envie de te flinguer, quoi. Hein, tu manges le gaz et... Le nihilisme de Vador nous a gagné parce qu'en fait, la saga Skywalker est profondément nihiliste. Ouais. Du coup, c'était pas la fête sous ma couette quand j'étais avec Vador, je te le dis tout de suite. Tout ça pour ça, toutes ces souffrances pour ça, qu'est-ce qu'on est censé en retenir? C'est quoi la morale de l'histoire, de cette saga familiale, etc. Ce qu'il faut retenir de cette saga familiale, c'est qu'il faut pas faire de gamins, et puis c'est tout, hein. Oh là là, dis donc, faut pas tomber amoureux, faut pas faire de gamins, puis comme ça, t'arrêtes tout de suite, hein. Et faut pas avoir de super pouvoir, il faut pas avoir de trucs qui vous démarquent trop du lot. Enfin, faut se noyer dans la masse, surtout vous faites pas remarquer. Ça va vous apporter que des emmerdes. Donc dire ça à des gamins, c'est un peu emmerdant quand même. Ne soyez pas des héros. C'est nul, ça pue d'être un héros. Après, tu vois, il y avait des petits clins d'œil que j'aimais bien aussi. Il y avait une couverture alternative où t'avais Vador avec Padmé morte dans les bras façon la fiancée du monstre que j'aimais beaucoup. J'aimerais faire un petit clin d'œil à celui-là. Et puis il y avait aussi le sarcasme familial des Skywalker qui reste présent à plus d'un moment. Alors, par exemple, au moment où il rencontre le grand inquisiteur et on lui Palpatine il présente en disant voilà, c'est le grand inquisiteur et là il fait grand. Bon voilà, des petites choses comme ça si tu veux, où tu vois qu'il a gardé un peu de son mordant et ça fait quand même plaisir. On retrouve un peu du Kylo de l'épisode 7 qui était quand même hyper mordant, qui avait un humour noir comme ça qu'il a perdu dans les épisodes suivants et ça fait penser à son grand-père dans cette série de comics en fait. Alors c'est vrai que en ce début 2021, officiellement nous avons fini nos très riches heures du dernier Jedi, mais si vous avez encore envie de contenu en lien avec le dernier Jedi, on peut vous recommander de lire ces comics. On peut rajouter que Charles Soule confirme... bon, c'était surtout là, hein, je crois qu'on avait commencé à le repérer pour son talent de scénariste dans Star Wars. Et c'est vrai que la plupart des œuvres qu'il a fournies après pour Star Wars étaient bonnes. Hein. On redit que l'ascension de Kylo Ren était bonne, mais le problème, c'est que c'est arrivé dans un contexte compliqué. Il va être aux manettes, ça va sortir là en tout début d'année, bientôt, incessamment sous peu, la nouvelle série Star Wars qui est sur la Haute République. Il a un roman qui doit sortir, donc on ira regarder ça avec intérêt. Disons que c'est un auteur qui a fait du bon travail. Oui. Après, c'est tout l'emballage qui reste problématique dans Star Wars. Et mention spéciale aussi à Giuseppe Camuncoli. Alors, j'aime pas toujours le design, surtout des êtres humains. Je trouve des fois les visages, c'est pas... Mais il a quand même le chic pour mettre des visuels hyper saisissants qui vont vous rester dans la rétine, ouais. C'est une bonne collaboration. Donc, on vous retrouve pour le book club pour Sombre Apprenti de Christie Golden. On repart un petit peu en arrière et on va s'intéresser à des personnages en demi-teinte comme ça, hein, avec Asajj Ventress et Quinlan Vos. Allez, une nouvelle tombe dans notre cimetière de l'amour de Star Wars. C'est parti. On vous laisse là-dessus, ça colle bien avec l'ambiance générale de ce comics, donc on vous dit à très bientôt. À très bientôt.